Le décryptage de l'actualité africaine est de retour sur SICA. Mesdames et messieurs, bonjour. 3 sujets sont inscrits à l'ordre du jour de cette émission. Nous irons d'abord au Burkina Faso, où lundi dernier, la justice militaire du pays a décidé de renoncer à lancer un nouveau mandat d'arrêt contre le président de l'Assemblée nationale ivoirienne. Le Burkina Faso demande donc à la Côte d'Ivoire de poursuivre Guillaume Soro dans le dossier du putsch manqué de septembre 2015 dans le pays. S'achemine-t-on vers une décrispation totale des relations entre Abidjan et Ouagadougou? Quelles pourront être les implications d'une telle décision sur la vie politique au Burkina Faso? Nous lançons le débat dans un instant avec nos invités. Notre deuxième thème du jour porte sur l'avenir d'un mouvement citoyen en Afrique. Ces mouvements de la société civile qui naissent souvent en période de contestation dans les pays africains sont souvent abandonnés par les politiques au lendemain des victoires. Ces mouvements de jeunes méritent-ils vraiment le sort à eux réservé sur le continent? Ce sera notre deuxième débat dans un instant. Enfin, nous nous intéresserons au phénomène des migrants. Plus de 1000 morts et disparus en 12 jours en Méditerranée. C'est le triste bilan macabre dressé par l'Organisation internationale pour les migrations. C'était du 19 mai au 1er juin dernier pour la jeunesse. Pourquoi, du moins, c'est la jeunesse africaine préfère-t-elle mourir en mer que de rester chez elle? Nous poserons la question tout à l'heure à nos invités. Mais avant tout ceci, madame, monsieur, un récapitulatif de l'actualité sur le continent africain. C'est le flash d'information. Au Nigeria, les vengeurs du delta du Niger ont rejeté mercredi l'offre de pourparlers proposée lundi dernier par le gouvernement. L'armée nigériane a déployé des navires armés et des avions de combat dans la région pétrolière du delta du Niger afin d'y traquer ces rebelles qui, ces derniers mois, s'en sont pris aux installations des filiales nigérianes des grands groupes pétroliers étrangers et de la compagnie d'État NNPC. Au Soudan du Sud, le président Salva Kiir et son vice-président Riek Machar jugent que la paix dans leur pays passe par la création d'une commission vérité et réconciliation plutôt que par des procès contre les auteurs des exactions commises pendant les 2 ans de guerre civile. Nous sommes déterminés à faire en sorte que notre pays ne traverse plus jamais une guerre civile. C'est ce qu'ont déclaré les 2 anciens ennemis jurés de la politique sud-soudanaise. La Fédération nigériane de football a annoncé la mort de Stephen Keshi d'une crise cardiaque ce mercredi. Âgé de 55 ans, il fut l'un des plus célèbres footballeurs et entraîneurs africains. Il était l'un des 2 joueurs de football à avoir remporté la Coupe d'Afrique des Nations en tant que joueur puis entraîneur. Il a été également l'entraîneur de l'équipe du Togo et celle du Mali. Le décryptage de l'actualité africaine se fera ce jour avec les invités que sont Moïse Soudé, journaliste et analyste politique au Bénin. Moïse Soudé, bonjour et bienvenue sur le plateau de SICA. Bonjour Joël et bonjour Maître Roula. Maître Roula, donc, qui est le deuxième invité sur ce plateau. Je rappelle qu'il est un avocat inscrit au barreau de Cotonou. Maître Alain Roula, bonjour et bienvenue dans ce débat. Bonjour Joël, bonjour Moïse. Madame, monsieur, c'était donc la présentation du décor avant le démarrage de ce débat, qui se fera juste après cette virgule. Je le disais dans l'introduction de cette émission, au Burkina Faso, la justice militaire a décidé de renoncer à la poursuite contre le président de l'Assemblée nationale ivoirienne. Le Burkina demande donc à la Côte d'Ivoire de poursuivre Guillaume Soro dans le dossier de putsch manqué de septembre 2015. Moïse Soudé, à votre avis, cette décision, est-ce qu'elle était prévisible? Oui, le Burkina n'avait pas le choix. Quand vous lisez un peu la décision, on dit que en tenant compte des conventions multilatérales et bilatérales, on ne peut plus poursuivre Guillaume Soro. Et que les 2 mandats d'arrêt internationaux lancés contre Guillaume ont été annulés. Pourquoi? Vice de forme. Ça veut dire quoi? Que le Burkina n'avait pas pris toutes les garanties avant de lancer le mandat d'arrêt. Et comme sur ce plan-là, ils ont échoué, alors ils ont dû se référer à l'État ivoirien. Et ce qui sera difficile, parce que Guillaume Soro, il est président de l'Assemblée nationale. Il y a toute une procédure pour lever son immunité. Donc je crois que c'est une façon d'enterrer déjà ce dossier-là. Il n'y aura pas de suite. Donc tout le monde sait que le Burkina s'était mal pris dans ce dossier. Mais la diplomatie ivoirienne, avec la visite
de Ouattara a fait que bon, ce dossier officiellement vient d'être enterré. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se font derrière les murs, il y a des choses qui ne sont pas vues sur le plan de la diplomatie, il y a des tentatives de conciliation des deux pays. Oui, c'est ce qu'on appelle le téléphone arabe, c'est-à-dire qu'il y a des coups de fil qu'on passe mutuellement pour faire des négociations. Certainement que le président ivoirien a joué de tout son poids auprès de Kaboré pour que ce dossier-là soit enterré, parce que politiquement, ce dossier n'arrange pas Guillaume Soro pour la succession de Ouattara. Donc il faut déjà déblayer le terrain pour que Guillaume Soro soit vraiment le dauphin irréprochable de Ouattara. Pourquoi pensez-vous que c'est le président Ouattara qui joue un rôle pour préparer le chemin à son dauphin éventuel? Le Burkina aussi peut jouer un rôle. Kaboré, on sait que c'était un ancien lieutenant de Compaoré. Peut-être que lui-même il joue un rôle. Je crois que dans ce dossier-là, la Côte d'Ivoire a plus à gagner qu'à perdre. Parce qu'aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire, c'est le président, la deuxième personnalité de l'État ivoirien qui est mise en cause. Et les institutions internationales peuvent se saisir de ce. Malheureusement, Interpol a décliné l'offre parce que l'Interpol a dit on n'extradite pas les gens. On n'exécute pas un mandat politique. Donc, c'est une infraction politique. Le Burkina a dit il faut changer son fusil d'épaule. Comme nous n'avons pas pu, sur le plan international, régler le problème, il va falloir qu'on le règle à l'interne, sachant très bien qu'à l'interne, il n'y aura pas un aboutissement. Il y aura du mal à le faire. Alors, Maître Alain Orunla, la justice militaire a bien prononcé le mot, elle a décidé de renoncer. Elle n'a pas dit, elle se juge incompétente pour connaître de cette affaire. Est-ce que les mots utilisés sont les mots qu'il fallait utiliser? Renoncer, c'est différent de dire, nous ne sommes pas compétents. Les mots utilisés, Joël, sont significatifs et assez expressifs de ce qui se passe. C'est que la justice militaire burkinabé a décidé d'abdiquer et de capituler face au réalisme politique. Vous pensez je vais le démontrer. La justice a capitulé, oui. Je vais le démontrer. Pour vous, il y a des opportunités, normalement, il y a des possibilités. Je fais d'abord le décryptage. Il n'y a pas de poursuite impossible. On peut aller au bout de toutes les procédures. Quand on est déterminé, on suit les règles. Ça peut être difficile, mais quand on a la volonté, on peut le faire. On peut porter l'affaire à Abidjan. Mais là, la justice militaire a renoncé. Et quand on sait que le président de la République lui-même n'était pas content et a manifesté son irritation lorsque les mandats initiaux annulés par la Cour de cassation ont été émis sans qu'il en fût informé, lorsqu'on sait que le président Kaboré lui-même a procédé à des mutations dont il a seul au niveau de la justice militaire, au niveau de la justice, et que c'est lui le ministre de la Défense. Au niveau de la justice, ministre de la Défense n'est pas le supérieur de la justice. Oui, mais c'est la justice militaire là. La justice militaire reste la justice. La justice militaire reste la justice et, que je sache, il y a un juge civil détaché auprès de ce tribunal militaire qui a également fait l'objet d'une mutation. Et même si le président de la République était ou se croyait dans ses prérogatives, il y a une immixtion, une intrusion, une atteinte portée à l'indépendance de la justice qui a clairement montré l'orientation du président de la République de régler cette affaire autrement que par les voies judiciaires. Alors, son nouveau procureur, parce que c'est le vrai titre du commissaire du tribunal, qui est donc sous sa subordination, qui décide de renoncer à un mandat dont le précédent a été annulé par ex nihilo à la demande du parquet. Parce que ce ne sont pas les avocats de Guillaume Soro ou de Compaoré, puisque tous les mandats sont concernés, qui ont déféré les vices de procédure et la connaissance des vices de procédure ayant affecté ces mandats à la connaissance de la Cour de cassation. C'est bien le parquet qui a fait ce recours, donc le gouvernement burkinabé. Alors, tous ces signaux m'indiquent, après le passage d'une forte délégation burkinabé en Côte d'Ivoire, que c'est le gouvernement burkinabé lui-même qui a décidé de renoncer et d'abdiquer face non pas à l'impossibilité. Vous estimez que c'est le gouvernement, mais il y a une procédure qui a été lancée, c'est la procédure de dénonciation. Mais cette procédure ne veut rien dire. C'est quoi une procédure de dénonciation? Ça n'existe pas dans le langage judiciaire? Mais dénoncer, c'est porter à la connaissance d'une autorité compétente. Ça s'arrête là, donc il n'y a plus rien d'autre. Mais dénoncer, mais oui, le gouvernement ivoirien sait que le président de l'Assemblée est inquiété. On n'a plus besoin de procéder à une dénonciation. Ce qu'il y a lieu de faire, si on ne peut pas poursuivre les mandats d'arrêt, c'est d'aller déposer plainte, au besoin devant
les juridictions burkinabè. Vous voyez un peu la complication, mais la chose est possible de poursuivre. Mais quand on vient nous dire qu'on dénonce et que l'on apprend, après avoir émis 2 mandats annulés par la Cour de cassation, à la requête du ministère public, donc du gouvernement, on découvre que Interpol a un droit de contrôle sur les mandats qu'on lui demande d'exécuter. Est-ce que Interpol a la compétence pour apprécier la nature de l'infraction? Est-ce que c'est une infraction politique? Oui, mais est-ce que c'est une infraction? C'est ce qui a été dit. Mais c'est ce que le procureur a dit. Oui, il a dit que Interpol lui aurait fait savoir qu'il n'exécute pas les mandats concernant les infractions politiques ou de juridiction d'exception comme celui du tribunal militaire. Cette affirmation, elle est très grave, émanant d'un administrateur de la justice. Je pense que c'est une information qui aurait dû être sue au préalable avant que l'on ne lance ces mandats. Et qui est Interpol pour apprécier la nature de l'infraction, le caractère politique de l'infraction? Nous sommes dans un cadre... Mais si c'est dans les tests de l'Interpol, justement, on est obligé de êtes-vous en mesure de me dire si la tentative de putsch est une infraction politique ou pas? Ce n'est pas une infraction politique. C'est une atteinte grave à la sûreté de l'État. Une infraction politique, je ne sais pas ce que ça veut dire. Un délit politique, je ne sais pas ce que ça veut dire. Un délit est un délit, un crime est un crime. Donc, selon vous, Maître Alain Oula, il y a une main invisible derrière. Il n'y a pas une main visible, il y a des mains très visibles. C'est la volonté de décrispation, justement, qui pousse à aller vers ces Ce que je constate à l'analyse, c'est que le président Kaboré joue pour que la justice ne joue pas sa partition. Oui, mais il peut choisir l'option de l'apaisement entre ces 2 pays. Vous savez que la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso sont des pays où il y a un lien très très étroit, justement, où ils sont très liés, ces 2 pays. Il y a des liens, mais de là à justifier des complicités inquiétantes. Ce ne sont pas des complicités, puisque la justice au Burkina a demandé à la justice ivoirienne de poursuivre Guillaume Soro. Donc ce n'est pas la fin de cette affaire. La justice burkinabè ne peut pas demander à la justice ivoirienne de poursuivre. Ça ne se fait pas? L'État burkinabè qui a été victime de cette tentative de putsch. Qui aurait été victime? Qui a été victime. L'État a été victime. Il y a un processus qui a été ralenti. Il y a des officiels qui ont été inquiétés. Nous avons assisté à des jours angoissants ici. Kafando aurait pu y passer. Beaucoup de gens auraient pu y passer. Bien sûr. Donc l'État est victime. Le Burkina a été victime de cette tentative de putsch. Je ne dis pas que les complicités alléguées sont établies, mais le cours normal des choses, c'est que l'instruction c'est d'aller jusqu'à la fin de l'instruction et qu'on constitue les responsabilités. Le président ivoirien est informé, il a protégé... Bon, enfin, il y a au moins Blaise Compaoré qui est là-bas et on sait ce qu'on lui reproche. Donc, l'acte positif aurait été, à défaut de collaborer, de coopérer honnêtement, de permettre au moins que la justice suive son cours. Le moins que l'État burkinabè puisse faire s'il était vraiment engagé dans cette procédure, c'est d'aller déposer plainte à Abidjan et de suivre cette procédure qui connaîtra le dénouement qu'on voudra bien lui réserver. Mais j'affirme, sur la base des éléments objectifs que je vous avance, qu'il y a un renoncement du gouvernement burkinabè et qu'il y a une volonté manifeste affichée du gouvernement ivoirien de faire entrave, obstruction à cette justice et de protéger... Pas le gouvernement ivoirien, parce que nous n'avons pas les éléments. Gouvernement ivoirien... On n'a pas de preuves. Aujourd'hui, c'est le Burkina qui veut la décrispation. On ne peut pas accuser le gouvernement ivoirien. Je ne sais pas ce que vous appelez décrispation lorsque vous m'interrogez sur le cours judiciaire d'une affaire. La décision a été prise par la justice au Burkina. La décision n'a pas été prise par la justice, la décision a été prise par le parquet qui est au service normalement de l'État, mais sous la subordination hiérarchique du gouvernement, dont le chef a manifesté une irritation à voir cette affaire réglée judiciairement. Donc, il s'agit certainement, moi je ne connais pas, je ne sais pas qui est vraiment coupable ou pas, mais on n'est pas allé au fond et on n'a pas envie d'aller au fond du dossier, et ça, c'est un minimum partagé, aussi bien par le président Kaboré que par le président Ouattara. On a voulu régler l'affaire à l'africaine, vous savez, en Afrique, on aime régler à l'amiable. Alors, Moïse Soudey, quelle incidence cette décision pourra-t-elle avoir sur les poursuites contre les généraux Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé, l'ex-ministre
des Affaires étrangères, qui actuellement est en prison. Les deux d'ailleurs même sont en prison. Non, forcément, l'implication directe, c'est qu'on sera obligé de les libérer, puisque on vient de mettre un... Est-ce qu'on peut libérer les deux? Djibril Bassolé, d'accord, puisque c'est lui qui est impliqué dans cette histoire de coup de fil. Mais Gilbert Diendéré, on l'a vu à la face du monde, qui a déclaré que le coup d'État est consommé et qu'il prenait le pouvoir. Guillaume Soro et Djibril Bassolé sont impliqués directement. Dans la même affaire. Donc ça veut dire que laisser Guillaume Soro implique la qu'il faut laisser les autres. Mais il faut dire, dans ce dossier, il y a connivence. Il y a connivence parce que pourquoi le Burkina Faso n'avait pas emprunté cette méthode-là au départ, c'est-à-dire porter directement l'affaire au niveau des... C'était pas le même gouvernement, c'était le gouvernement révolutionnaire. Non, non, vous savez... Avec un certain général, Isaac Yakubazida. L'autre défaut que je reproche à ce dossier-là, vous savez, ça se passe dans la plupart des pays africains. On ne prend pas le temps de monter les dossiers, de prendre toutes les garanties, et après on se rend compte... On fait de la précipitation. Et on se rend compte que, bon, les conventions multinationales et bilatérales ne permettent pas... On n'avait pas lu les textes en temps. Donc je crois que c'est une façon, comme je l'ai dit, on veut enterrer le dossier, c'est qu'on appelle échange de bons procédés. Parce qu'entre les deux présidents, on a voulu qu'il y ait la paix. On se dit, on ne veut plus que la situation que la Côte d'Ivoire a vécue avec le Burkina Faso se répète. Ce qui est sûr, on sait qu'une fois que le dossier a été transmis à la justice, elle ne connaîtra pas un aboutissement. Oui, ça c'est ce qui concerne Guillaume Soro, mais ce qui concerne les Burkinabés qui sont restés au Burkina Faso, peut-être les autres ne peuvent pas comparer, ils ne peuvent pas comparaître sans Guillaume Soro. Et si on ne veut pas que Guillaume Soro comparaisse au Burkina, forcément il faut libérer les autres, parce qu'ils sont tous complices. On ne peut pas garder les autres en prison. Non, mais les faits ne sont peut-être pas les mêmes, parce que Djibril Bassolé, on lui reproche un coup de fil, mais Gilbert Diendéré, lui, on l'a vu. Mais les coups de fil parlent de quoi? Les coups de fil aboutissent toujours au coup d'État. Et Diendéré a exécuté. Ça veut dire que l'ordre vient de ces deux-là. Si vous libérez l'un d'entre eux, alors il faut libérer tout le monde. Donc, selon vous, on va vers la libération totale de tous ceux qui ont participé à cette... On veut ramener le compteur à zéro pour remettre les relations en bonne place. Parce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire ne peut pas évoluer sans le Burkina, et le Burkina a besoin de la Côte d'Ivoire. Et s'il y a ce dossier-là qui entache les relations entre les deux pays, ça ne va pas. Donc, il faut régler. Peut-être, en Côte d'Ivoire, l'opposition ivoirienne pourra peut-être récupérer ce dossier. Ceux qui veulent la peau de Soro pour la prochaine élection, ils vont récupérer ce dossier-là. Ils vont peut-être faire pression. Ou bien oui, mais s'il n'y a rien officiellement contre Soro, ça va être difficile d'utiliser ce dossier contre lui. Maître Alain Orula, au rythme où évoluent ces dossiers judiciaires initiés par la transition au Burkina Faso, est-ce que vous ne pensez pas qu'on évolue du moins vers l'abandon total des poursuites contre Blaise Compaoré? Puisqu'à vrai dire, aujourd'hui, il ne reste que le dossier Sankara, mais même dans ce dossier, il y a encore du flou. Le ciel s'obscurcit et comme j'ai démarré, il y a une volonté manifeste du président Kaboré d'entraver le cours de la justice. Pas d'entraver, mais de prôner la paix. Je dis bien, la paix entre les deux pays. Je dis bien d'entraver. Ça, c'est votre lecture, parce que vous êtes... Mais ce n'est pas une lecture ex nihilo, puisque les juges sont dessaisis au gré de l'humeur du souverain. Le président de la République du Burkina a, lors de l'interview accordée... C'est prérogative du chef de l'État de dessaisir. Ça peut se faire. Chacun utilise ses pouvoirs. Alors, s'ils utilisent ces prérogatives, permettez-moi de constater qu'ils ne veulent pas que la justice évolue. Que le Burkina décide de ne pas poursuivre, c'est son droit. Mais qu'on ne me parle pas d'indépendance de la magistrature ou qu'on ne m'empêche pas de faire la lecture selon laquelle on ne voudrait pas que les enquêtes aboutissent parce que nous n'en sommes qu'à cette phase. On n'est pas encore au fond. Et apparemment, dans le dossier de tentative de coup d'État manqué, il y aurait des éléments au fond qui pourraient éventuellement disculper, puisqu'on nous parle de montage. On nous parle de montage artificiel. Tous les protagonistes nient leur implication dans cette tentative de coup d'État et dans la complicité qu'on impute aux uns et aux autres. Alors, pourquoi ne pas faire la lumière tout simplement? Et pour en revenir directement à la question que vous me posez concernant l'enquête Blaise Compaoré, dont on sait qu'il est impliqué, ces réfugiés, à trouver refuge en Côte d'Ivoire. Il est impliqué dans quoi? Rien ne le prouve encore par rapport à Blaise Compaoré. Écoutez, il a fui son pays parce qu'il y avait une insurrection. Nous parlons, je dis impliqué dans un dossier d'assassinat, de recel de cadavres. Il y a une inculpation qui a déjà été portée. Assassinat, recel de cadavres et que sais-je d'autre concernant son prédécesseur Thomas Sankara. Il se réfugie en Côte d'Ivoire.
il s'empresse de solliciter la nationalité ivoirienne qu'on lui accorde sans état d'âme. Est-ce que le mandat d'arrêt, justement, dans ce dossier aussi, n'avait pas été retiré? Le mandat d'arrêt a été annulé. Voulez-vous savoir comment il a été annulé? On reproche au juge d'instruction en charge des dossiers, on lui reproche d'avoir émis ses mandats sans solliciter les réquisitions du parquet. Et c'est le parquet qui saisit la chambre de contrôle, c'est comme ça qu'ils appellent la chambre de l'instruction au Burkina, puis la Cour de cassation en un temps record qui constate cette violation de l'article 130 du Code de procédure pénale burkinabé et qui annule. Ça veut dire que si le parquet n'avait pas saisi la Cour, on n'aurait pas eu d'annulation du mandat. Et qui instruit le parquet à l'effet de saisir la Cour? C'est le parquet lui-même ou le gouvernement. Parce que ce ne sont pas les avocats de Compaoré qui sont venus là. Mais il en a forcément dans le pays qui travaille pour lui, probablement au niveau même de la présidence du Faso. Alors, ceci indique très clairement que l'on n'a pas envie que l'enquête sur l'assassinat du président Sankara évolue. Ça c'est très clair, puisque à la volonté du gouvernement Kafando, du gouvernement transition, d'ouvrir ces dossiers, de procéder aux inculpations, nous avons aujourd'hui une volonté contraire qui freine les élans, qui mute les juges, même s'il en a les prérogatives, et les nouvelles sont tellement mauvaises que les expertises confiées au laboratoire français viennent de rendre leur rapport et de dire que les ADN sont indétectables, donc inexploitables. Donc, au clair, Compaoré reviendra tranquillement un jour à Ouagadougou. Je ne sais pas. Aussi simple que je ne sais pas, je ne vais pas jusque-là, mais il n'est pas inquiété. A un devoir de reconnaissance vis-à-vis de Compaoré. Forcément. Oui, mais quel est le rôle de Alassane Ouattara dans cette histoire de poursuite? Il n'était pas président au moment où il y a eu l'affaire Sankara. Je suis d'accord, mais aujourd'hui, il est président de la République et il a des liens avec Kaboré. Et forcément, il a des liens avec Compaoré, peut-être qu'il le protège, mais par rapport à la justice, et dans la protection qu'il a su à Compaoré, il peut, comme l'a dit le maître tout à l'heure, ils ont entravé le cours des événements. Et le président peut donner des ordres pour qu'on ne poursuive pas quelqu'un. Il ne peut pas donner des ordres, les pouvoirs sont séparés. Non, non, vous savez que dans la plupart des pays africains, la justice est aux ordres. Et c'est le chef qui décide de qui va poursuivre. Moi, j'aurais aimé qu'on laisse la justice aller au bout de la procédure et qu'après le président fasse usage de grâce présidentielle pour libérer qui il veut. Mais quand on décide d'un coup d'entraver à l'exécution, on constate que forcément on protège quelqu'un ou bien on veut rendre service à quelqu'un. Vous permettez mon intrusion. Vous savez, quand quelqu'un va tuer ou va voler et que vous lui prêtez asile, refuge chez vous, vous êtes poursuivi. On vous accuse de complicité, c'est ça? On vous accuse de complicité. On vous accuse de recel de ce qui aura été volé. Non, mais pour l'instant, ce sont des Laissez-moi aller au bout. Ce sont des dossiers qui sont cités. Laissez-moi aller au bout. Mais je ne parle pas de ça. Je dis qu'on ne veut pas qu'il y ait poursuite. Je n'ai pas dit je ne veux pas qu'il y ait jugement. On ne veut pas qu'il y ait poursuite. Parce que, à la vérité, dites-moi, quelle obligation le président ivoirien a-t-il de conférer la nationalité ivoirienne au souverain d'un autre pays? Dans la précipitation. Non, pas dans la précipitation, c'est après des années d'exil. Mais disons même, non, pas des années. Pas des années. Pour de bons et loyaux services rendus peut-être à la Côte d'Ivoire, on ne sait jamais. Est-ce que Hissène Habré, dont nous avons fait cas ici, qui est resté longtemps au Sénégal, peut-être qu'il n'a pas mené la démarche. Vous n'oubliez pas que la femme de Compaoré, est ivoirienne. Je ne dis pas. Il y a la possibilité qu'il ait pas la nationalité. Je ne dis pas qu'un Burkinabé n'est pas éligible à la nationalité ivoirienne. Ils sont même éligibles à la candidature à la présidentielle. Mais quelle est la nécécité et l'urgence de conférer à Blaise Compaoré la nationalité? Ce que je m'en vais vous demander. Il pouvait rester. Dans ce cas, on peut exiger qu'il soit jugé à Abidjan. Et là, le jeu est clair, puisque la justice ivoirienne défend... La justice du Burkina peut demander, peut envoyer le dossier justement à la justice ivoirienne et dire, OK, aller connaître du cas Compaoré, c'est possible. Mais on lui confère la nationalité pour pouvoir l'opposer à une éventuelle demande d'extradition. C'est tout. C'est tout simple, c'est clair. Au regard de tout ce qui se passe, est-ce qu'on peut conclure aujourd'hui que le général Isaac Yacouba Zida a été pris à son propre piège? Mais oui. Et il devait déjà faire la lecture. Parce qu'aujourd'hui, il est pratiquement en exil. Oui, il devait déjà faire la lecture entre ces hommes-là, que ce soit Compaoré, que ce soit Guillaume Soro, que ce soit Ouattara. C'est des copains. Et quand on est en face d'une bande de copains,
et que vous attaquez à un seul, mais vous avez affaire à un seul, la bande se retourne contre vous. Aujourd'hui, il se retrouve seul dans son camp. Les autres sont en train de reconstituer leur amitié. C'est ça qui fait que Compaoré ne sera pas jugé, Soro ne sera pas inquiété, et Christian Roch Kaboré, s'il veut avoir la paix chez lui, au Burkina, il a intérêt à faire la paix avec Ouattara, c'est tout. Ce que je sais, c'est que le président Kaboré était avec le président Compaoré. Ce que je sais, et ça, je me permets de faire un peu de commérage, c'est que le papa du président Kaboré était avec le père Ouattara à la BCAO, qu'ils ont des liens de famille, que l'un appelle l'autre tonton, et qui se dit dans l'entourage de Guillaume Soro que c'est le leur qui est au Burkina, donc il n'y a pas d'inquiétude. Alors vive l'Afrique, vive l'indépendance de la justice et vive l'impunité. Merci, chers invités. Ce sera tout pour le premier débat de ce matin. Madame, Monsieur, nous évoluons dans cette émission au deuxième point de l'ordre du jour. Quel avenir pour les mouvements citoyens en Afrique? Ces mouvements de jeunes qui naissent souvent en période de contestation et qui sont souvent abandonnés par les politiques au lendemain des victoires. Méritent-ils le sort à eux réservé sur le continent? Je vous propose de retrouver la réponse des invités après cette virgule. Maître Alain Roula, le dernier cas franglant d'abandon de cette jeunesse dont je viens de parler, et leur non-invitation, la non-invitation du moins du mouvement citoyen Y en a marre au dialogue politique sénégalais. Alors que la veille justement de ce dialogue, à la veille de ce dialogue, ce mouvement a été distingué par l'ONG Amnesty International. Comment est-ce qu'on peut comprendre ce comportement des politiques vis-à-vis de ces groupes de jeunes pourtant très sollicités quand il s'agit de conquérir le pouvoir? Mais c'est le même comportement vis-à-vis du peuple. C'est-à-dire qu'on se sert du peuple, de l'électorat comme marchepied, et une fois qu'on est au pouvoir et qu'on est confronté aux difficultés sur lesquelles on a surfé et où on a eu besoin de ce peuple pour parvenir au pouvoir, eh bien on se retourne contre cet électorat et contre ces mouvements citoyens. Alors, le rôle du mouvement emblématique Y en a marre, et pionnier d'ailleurs en Afrique subsaharienne, de Y en a marre, du rôle et la contribution de ce mouvement à l'élection du président Macky Sall n'est plus à démontrer. Mais il a suffi que ces jeunes de Y en a marre, et ce n'est pas des jeunes d'aventuriers, s'opposent aux manipulations constitutionnelles enclenchées par le président Macky Sall pour qu'ils deviennent indésirables. Et c'est ce qui se passe un peu partout ailleurs. Je pense que le peuple burkinabé, avec son balai citoyen, peut enfoncer le balai la Loucha, quelque part. Donc pour aller vite, et les jeunes de la Loucha qui sont restés pour compte, puisqu'on les emprisonne, enfin voilà, et dans l'indifférence la plus totale. Alors c'est simple. Ces mouvements sont matés, tout simplement, ou sont ignorés, comme le peuple l'est, ces mouvements qui sont nés pour suppléer à la carence des mouvements politiques, des associations dites de la société civile, et subissent le même sort, c'est-à-dire, une fois au pouvoir, on fait tout pour les décrédibiliser, pour les discréditer, pour les ignorer, pour les mater. Je pense que c'est ça le phénomène, et donc l'ogre politique continue de faire son chemin. Oui, vous savez, c'est un peu dommage. Ces mouvements-là donnent du souffle à la démocratie en Afrique, parce qu'à un moment donné, les hommes politiques abandonnent le terrain et laissent le pouvoir faire du citoyen ce qu'il veut. Et quand ces jeunes-là se lèvent pour balayer le régime en place, les autres font de la récupération. Maintenant, de peur que ces mouvements-là ne leur fassent le même coup, on préfère disloquer ces mouvements. Mais certains pensent qu'il y a des politiques derrière ces mouvements. Non, vous savez quand... Ce sont des mouvements justement là, oui, qui sont manipulés. Forcément, il y a des hommes politiques par d'autres qui politiques. n'ont pas le courage en griffe, qui utilisent ces mouvements-là pour chasser le pouvoir. Le cas de Yana Mao Sénégal, c'est dirigé par un confrère, Fidel Barro, c'est un journaliste, et qui déjà, au niveau de la presse, s'attaquait vertement à Ouad. Et quand il a installé ce mouvement-là, ils ont aidé Macky Sall à avoir le pouvoir. Maintenant que Macky Sall a le pouvoir, il n'a plus besoin d'eux. Et c'est partout comme ça au Burkina. Donc, les hommes politiques abandonnent le terrain. Quelqu'un d'autre l'occupe et fait le travail à leur place. Mais quand ils prennent le pouvoir, leur premier réflexe, c'est d'anéantir ces mouvements-là. Parce que ces mouvements, d'un jour à l'autre, peuvent se retourner contre eux. Donc, je crois qu'il va falloir que ces jeunes-là se réorganisent autrement. Se réorganiser autrement, c'est se transformer en mouvement politique, par exemple, parce qu'on a vu le cas au Bénin,
où le mouvement Alternative Citoyenne a fini par devenir un parti politique et aujourd'hui participe à la gestion du pouvoir. Est-ce que ces mouvements sont obligés de se transformer en parti politique? Non, s'ils veulent, survivre. S'ils veulent survivre et avoir la parole, comme vous le dites, ils sont obligés de se muer en parti politique. Mais là, ils vont sur le terrain de la corruption, le terrain de la complaisance. Forcément, tous les hommes politiques ne sont pas corrompus. Tous les hommes politiques ne sont pas... Quand vous prenez 10, vous aurez du mal à trouver... Non, je sais que 9 sont corrompus. Mais les jeunes là sont obligés, pour avoir une certaine survie, ils sont obligés, pas forcément de devenir parti politique, mais de réorganiser le mouvement. Parce qu'il faut dire, quand ce n'est pas organisé, il y a souvent des débordements. Et le pouvoir en place fait de l'infiltration. C'est-à-dire qu'il y a implosion. Déjà, à l'intérieur, vous constatez qu'au sein de ce mouvement-là, il y a des divergences. Quand l'homme politique n'arrive pas à maîtriser ces mouvements, il introduit des intrus dans le groupe pour détruire. Donc, il va falloir que les gens, désormais, se réorganisent autrement. C'est-à-dire que nous ne travaillons pas pour un homme, mais nous travaillons pour un idéal. Parce que c'est quand vous travaillez pour un homme... Est-ce qu'on peut travailler pour un idéal, les poches vides? Parce que c'est là aussi le problème. Parce mais c'est justement ça. Le moyen de survie de ces mouvements-là. C'est la même chose que les partis politiques. Quand on ne va pas revoir le système partisain, que le parti politique appartient à un seul homme qui met son argent, il fera de vous ce qu'il veut. Il faut que désormais, que ces jeunes-là, peut-être dès qu'ils vont se réorganiser, qu'on instaure des cotisations pour permettre à ce mouvement-là de suivre. Parce que si quand on n'a pas les moyens et que vous allez vers un homme politique, il vous apporte son soutien au moment opportun, il va vous dire, écoutez, chaque fois c'est moi qui vous donne de l'argent, aujourd'hui j'ai besoin de vous. C'est comme ça, vous devenez des guignols au service. À ma disposition, Maître Alain Onwola, alors se transformer en un parti politique pour réellement participer à la gestion du pouvoir, est-ce que vous pensez que c'est la seule solution qui sauve aujourd'hui au mouvement citoyen, comme l'a fait au Bénin le mouvement Alternative Citoyenne? Non, non, non et non. Et je vais partir du cas particulier du Bénin, où la société dite civile s'est décrédibilisée très rapidement. C'est pas décrédibilisé. Elle a changé de peau, elle est devenue politique. Non, mais je vais vous expliquer. Oui, soi-disant société civile, l'un des représentants emblématiques d'un mouvement emblématique est très vite rentré dans un gouvernement. Il a fait son choix. Non, non, je ne parle pas de mon confrère. Je ne parle pas encore de mon confrère. Avant lui, il y a eu un précédent d'une certaine société civile qui était contre la révision de la Constitution et qui a été portée au pouvoir et qui a opté pour la révision de la Constitution. Je pense qu'à partir de là, c'est devenu un tremplin pour une autre société civile, une organisation de la société civile très emblématique, dont on a vu la mue ou la mutation. Bon, voilà. Si ces mouvements citoyens existent, c'est tout simplement parce qu'ils ont constaté que les organisations dites de la société civile, elles-mêmes nées pour suppléer à la carence des partis politiques dont la mission était d'animer la vie politique. Donc si ces mouvements citoyens existent, c'est parce que les organisations dites classiquement de la société civile sont mortes. Si le but est d'aller vers un parti politique, ce n'est pas la peine. Ce ne sont plus des mouvements citoyens. Bien sûr, il y en a qui ont le droit de faire la politique. Bien sûr que le risque de récupération existe. Il est même évident. Le risque de manipulation, d'instrumentalisation existe. De décrédibilisation existe. Mais les mouvements citoyens peuvent asseoir leur crédibilité sur une totale indépendance des hommes qui les accompagnent à un moment ou à un autre, et je crois que c'est le sens de l'engagement des mouvements que nous avons retenus, comme il y en a marre, qui s'est retourné contre le président Macky Sall parce qu'il va sur un terrain contraire aux idéaux pour lesquels il avait été soutenu. C'est ce qui se passe à la Lucha, donc il ne faut pas tout confondre, et c'est à ça que le ballet citoyen reste confronté. Alors, surtout pas vers la mutation en parti politique, il faut que ça reste des mouvements spontanés, que ça reste des mouvements sains. Parce que si ils se muent en parti politique, ce qui est leur droit, bien évidemment, ils perdent leur crédibilité. Ils perdent leur marge de manœuvre parce que nos politiciens ne sont pas des professionnels. Ce ne sont pas des gens sincèrement engagés, ou alors pour le peu qui est sincèrement engagé, ils cèdent trop devant les pressions, devant les contraintes, obnubilé par la conquête du pouvoir qui est légitime. Mais qu'est-ce qu'il peut faire en tant que mouvement citoyen sans les moyens financiers? Parce que c'est là le... Les mouvements citoyens n'ont pas besoin. Vous savez, une fois que l'argent rentre dans le jeu devient pervers. Nous n'avons pas besoin de gros moyens pour dire non, nous ne voulons pas la révision de la Constitution. C'est ça le job. Oui, mais le risque de manipulation est là. Il suffit de piquer un ou deux membres de ce mouvement. Parfois, j'ai commencé par vous dire...
qui suscite ces mouvements-là. Ce n'est pas le problème. Si le mouvement c'est là où il va, je vais donner un exemple très simple. Dans ma profession, en principe, nous sommes supposés obéir à ceux qui nous payent. Eh bien non, il y en a qui résistent et qui font leur travail en fonction de leur éthique. Vous voyez, l'engagement politique pour moi, c'est la conviction par rapport à des idées et des idéaux. Pas l'asservissement pour un homme, ce qui vous permet d'être libre et indépendant. Bien sûr, vous ne serez jamais promu, mais il faut en accepter le risque. À partir du moment où vous commencez par caresser des objectifs de nomination, vous perdez de votre saveur. Donc, le vrai problème est un problème d'intégrité morale indispensable pour le bon fonctionnement des choses. Il faut que les hommes au pouvoir sachent que ces mouvements existent, que ces mouvements leur ont permis d'accéder au pouvoir, que ces mouvements constituent une veille qui leur permet d'aller plus loin et non pas des éléments justement. Et donc, intégrité, intégrité, intégrité. Je ne dis pas que nous sommes tous intègres, mais il faut faire cet effort de dépassement de soi. Donc, moi, je suis totalement contre la perversion de ces mouvements citoyens qui seraient tentés d'aller vers la politique, ce qui reste le droit légitime de chaque citoyen. Évidemment. Merci, Maître Alain Roula. Merci, Moïse Soudé. Madame, Monsieur, c'est tout pour la première partie de cette émission. Avant de retrouver la suite du débat, voici un nouveau point de l'actualité. C'est le flash d'information. Au Nigeria, les vengeurs du delta du Niger ont rejeté mercredi l'offre de pourparlers proposée lundi dernier par le gouvernement. L'armée nigériane a déployé des navires armés et des avions de combat dans la région pétrolière du delta du Niger afin d'y traquer ces rebelles qui, ces derniers mois, s'en sont pris aux installations des filiales nigérianes des grands groupes pétroliers étrangers et de la compagnie d'État NNPC. Au Soudan du Sud, le président Salva Kiir et son vice-président Riek Machar jugent que la paix dans leur pays passe par la création d'une commission vérité et réconciliation plutôt que par des procès contre les auteurs des exactions commises pendant les 2 ans de guerre civile. Nous sommes déterminés à faire en sorte que notre pays ne traverse plus jamais une guerre civile. C'est ce qu'ont déclaré les 2 anciens ennemis jurés de la politique sud-soudanaise. La Fédération nigériane de football a annoncé la mort de Stephen Keshi d'une crise cardiaque ce mercredi. Âgé de 55 ans, il fut l'un des plus célèbres footballeurs et entraîneurs africains. Il était l'un des 2 joueurs de football à avoir remporté la Coupe d'Afrique des Nations en tant que joueur puis entraîneur. Il a été également l'entraîneur de l'équipe du Togo et celle du Mali. Le décryptage se poursuit sur Sika. Enfin, nous allons à présent parler du phénomène des migrants. Plus de 1000 morts et disparus en 12 jours en Méditerranée. C'est le triste bilan macabre dressé par l'Organisation internationale pour les migrations. C'était du 19 mai au 1er juin 2016 dernier. Pourquoi la jeunesse africaine préfère-t-elle mourir en mer que de rester chez elle et participer et contribuer au développement de sa patrie? Je vous propose de retrouver nos invités sur ce nouveau thème juste après cette virgule. Le débat se poursuit avec les 2 invités sur ce plateau, le journaliste Moïse Soudé et l'avocat Maître Alain Roula. Moïse Soudé, la jeunesse africaine qui préfère mourir en mer plutôt que de rester au pays pour contribuer au développement. Qu'est-ce qui peut justifier, selon vous, cet état de choses? Les conditions de vie sur le continent ne sont quand même pas devenues plus dures en Afrique. Non, aujourd'hui, d'abord, j'ai une pensée pieuse pour tous ceux-là qui sont décédés en mer. Mais cela relève du domaine de l'État de créer de l'emploi. Mais quand vous avez fini d'étudier et que ici, vous n'avez pas les moyens de vivre, c'est-à-dire que vous n'avez pas du travail et que l'État ne s'en soucie guère, les gens sont obligés d'aller chercher leur pain ailleurs. Mais au-delà de cela, il y a le minimum. Nous sommes en Afrique. On sait qu'en Afrique, il y a toujours la fraternité. Il y a cette fraternité-là est déjà enterrée. C'est difficile. Ça, c'est entre-temps, ça. Vous imaginez que quelqu'un, jusqu'à l'âge de 45 ans, n'a pas de travail et que tout le temps, les gens sortent pour aller travailler, lui, il reste à la maison ou parfois, il est en train de faire étudiants et ça ne marche pas. Mais il faut dire d'un autre côté qu'il y a forcément un réseau organisé qui leur promet le paradis à l'extérieur. Oui, c'est ce que je voulais dire, parce qu'il y a la télévision qui joue son rôle, le fait de voir quand vous dites avec peut-être on dit qu'il y a des barques de fortune qui peuvent vous amener en Europe. L'Africain préfère aller balayer en France
que de balayer chez lui. Parce que le balayage en France, être éboueur en France, c'est plus rentable qu'être balayeur ou éboueur au Bénin. Donc, les gens sont obligés d'aller chercher le mieux-être ailleurs. Mais qu'est-ce qu'on constate? Que souvent, il y a des gens qui n'atteignent pas les destinations. Il va falloir que les gouvernements africains prennent d'autres mesures et créent des emplois. Créent des emplois pour permettre à ces jeunes-là de trouver du travail. Parce que quand vous n'avez pas du travail, et qu'on vous dit, par exemple, vous joueurs, on dit, venez en France, on va vous payer 4 fois le salaire de ce qu'on vous paye ici. Forcément, vous allez tenter l'aventure. Ne sachant pas ce qui vous attend là-bas. Et en route, les gens meurent. Donc il va falloir que les gouvernements des pays africains revoient. Parce que tout à l'heure, on l'a dit dans le débat précédent, on exploite la jeunesse pour accéder au pouvoir. Et une fois qu'on a le pouvoir en main, on lâche cette jeunesse-là. Il va falloir qu'on réorganise cette jeunesse, qu'on crée des entreprises. Les gens ne demandent pas forcément à être des bureaucrates, mais qu'à la fin du mois, qu'on puisse arriver à faire facilement lever. C'est quand c'est difficile de faire lever qu'on va chercher le paradis ailleurs. Maître Alain Roula, faire lever, est-ce que vous pensez que c'est plus dur aujourd'hui de faire lever sur le continent? Alors, je précise que faire lever, c'est de manger, naturellement. J'ai bien compris. Oui, alors, est-ce que c'est plus dur aujourd'hui? Qu'est-ce qui justifie? Qu'est-ce qui peut amener toute une jeunesse à préférer mourir en mer que de rester en Afrique? Je voudrais partager avec vous le souvenir de ce jeune Guinéen qui a fait la traversée dans la cale du pneu d'un aéronef. Qui est décédé, justement. Non, il a survécu. Il y en a eu un autre qui a été moins heureux. Vous qui avez parcouru les distances qui nous séparent de la France, vous voyez un peu ce que ça représente comme prise de risque. Et tous les jours, il y a des reportages et des images sur ces clandestins qui meurent, qui sont maltraités, qui sont refoulés, et pourtant ça y va. Je crois qu'il faut sortir de cette illusion qui consiste à dire qu'on leur fait miroiter un paradis ailleurs. Moi, j'ai vécu un peu plus de 22 ans en pays étranger, je ne m'y suis jamais senti bien et je ne me suis jamais senti aussi mal que quand je suis rentré dans ce pays. Ce n'est pas une question de vie, c'est une question de vie. La vraie question qu'il faut se poser, pourquoi l'attrait de l'ailleurs, si attrait il y a? Parce que chez soi, ça ne va pas. Ayons l'honnêteté de reconnaître que chez nous, il n'y a pas de vie. L'environnement est pollué, personne n'est en sécurité, il n'y a pas de soins, il n'y a pas d'alimentation, il n'y a rien, il n'y en a que pour... Oui, mais vivre de manière précaire en Europe, est-ce que c'est... Non, je vous parle de la sécurité. Ceux qui font l'aventure ne savent pas comment on vit là-bas. Ils fuient un enfer. Et il faut d'abord reconnaître que la vie ici, sous les tropiques, est infernale. C'est pas non, il y a le soleil, il fait beau. Ça, c'est pour les rares qui s'en sortent. Mais nous sommes dans des pays où la misère est crasse. Il faut qu'on se dise la vérité. Même pour nous autres qui avons évolué. Moi, je trouve que nous ne vivons pas. C'est vrai que les taux s'est un peu desserré au Bénin, mais on ne vit pas. L'espérance de vie est en constante diminution pendant que ça augmente ailleurs. Vous avez un petit accident, vous êtes admis dans un hôpital, vous crevez parce que vous n'avez pas de moyens. Les gens n'arrivent pas à manger à leur faim, à vivre tout simplement. Il faut avoir le mérite de le reconnaître. Et pourquoi? Parce que les éternels problèmes de mauvaise gouvernance, de mauvaise gestion, d'égoïsme. Vous me parlez de fraternité parce que si les dirigeants politiques s'en mettent plein dans les poches, sans se soucier de ce qu'il y a à distribuer un minimum aux autres, ce n'est pas la faute de ceux qui sont candidats aux migrations. Alors l'Europe, justement, parce que le phénomène est au cœur des préoccupations en Europe, la Commission européenne veut, par exemple, conditionner l'aide au développement à la maîtrise du flux migratoire. Est-ce que vous pensez que cette mesure peut ralentir le phénomène? J'espère. Il y a toujours eu des mesures, mais toutes mesures avec des accompagnements financiers, parce que à un moment, l'Europe a eu besoin et a toujours besoin et encourage ou ne décourage pas ces flux migratoires. Maintenant, ça pose d'autres problèmes et de gros problèmes. Donc, il y a toujours eu des politiques d'aide au retour des immigrés, des coopérations, mais chaque fois qu'il y a un flux financier en direction de l'Afrique, c'est toujours les éternels problèmes de détournement. Voyez-vous? Donc, il va falloir... Mais quelle solution vous voyez? Mais la solution, c'est la même. Que les gouvernants soient bien élus et qu'ils soient élus par des citoyens éclairés, qu'ils éclairent et qu'ils soient conscients de la misère qu'on peut vivre lorsqu'on n'est pas chez soi. Voyez-vous, moi je milite pour que nous ayons des universités chez nous, pour que nous ayons des hôpitaux, pour que nous n'éprouvions pas le besoin d'aller vivre ailleurs, peut-être d'y séjourner, d'aller en vacances, de faire du tourisme, d'aller ponctuellement pour nous perfectionner, parce que nous n'avons pas la science infuse. Il y a forcément cette coopération. Mais cette immigration de la misère, c'est d'abord à nous de l'empêcher. C'est à nous de l'en soigner en étant responsables, en menant nos dirigeants à être responsables et à s'occuper
de nos vraies préoccupations plutôt que de ruser pour prendre le pouvoir, de régler les comptes et de s'en mettre davantage dans les poches. Merci Maître Alain Roula. Moïse Soudé, est-ce qu'il faut régler le problème en revoyant l'aide au développement? C'est ce que propose la Commission de l'Union européenne. Oui, il faut non seulement revoir l'aide au développement, c'est-à-dire que désormais, il faut investir. Parce que quand vous n'êtes pas à l'aise chez vous, vous ne pouvez pas vivre là. Vous serez obligé d'aller vivre ailleurs. Et l'autre chose, il faut qu'on ait des dirigeants moins gourmands. Et le mec l'a dit tout à l'heure, quand on envoie de l'argent, les gens pensent d'abord à eux. C'est-à-dire qu'il y a une certaine minorité qui opprime la majorité. Il va falloir que les gouvernants soient moins gourmands et qu'on investisse. C'est-à-dire que les logements, les HLM, les centres de santé, il faudrait que quand je vais à l'hôpital, qu'on puisse me soigner convenablement. Sinon, s'il n'y a pas ça et qu'à côté, on m'a dit que c'est possible, j'irai faire l'expérience. Mais je ne sais pas quel risque m'attend là-bas. Donc il va falloir qu'on fasse tout pour maintenir les gens sur place. Et ce que je vais dire à la fin, il faut qu'on revoie aussi la formation. Parce que parfois, nous faisons des formations dont on n'a pas besoin chez nous. Le problème de l'adéquation de la formation et de l'emploi. Et du marché de l'emploi. Merci Moïse Soudé, merci Maître Alain Roula, Madame, Monsieur. C'était votre émission Angle de vue de ce jour. On était tour à tour au Burkina Faso. On s'était intéressé justement à l'annulation justement du mandat d'arrêt justement contre le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Guillaume Soro. On a parlé également des mouvements citoyens sur le continent africain. Enfin, on a parlé du mouvement du flux migratoire, le problème des migrants qui continuent par mourir en Méditerranée. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur Sika et sur www.sikatv.info.